Merci de m'avoir demandé presque de clôturer ces 2 jours passionnants en resituant finalement la période napoléonienne dans le parcours de la femme depuis la Révolution de 1789 jusqu'à celle de 1848 et de montrer ainsi que finalement la Révolution n'a été une très courte embellie et que le Code civil n'est pas une étape de régression exceptionnelle, mais qui s'inscrit bien dans une histoire plus longue de la femme, et qu'au fond, en 1848, le statut de la femme n'est pas meilleur qu'en 1804. Donc, je reviens d'abord sur cette image tellement célèbre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui place le nouvel ordre sous les auspices de la femme. Donc, on a effectivement, de part et d'autre de la table des lois, 2 allégories féminines. À gauche, une allégorie de la monarchie en manteau fleur-de-lysée, qui délivre le citoyen de ses chaînes, et à droite, une allégorie ailée, place les droits de l'homme sous le signe de la raison. Donc, au nom du principe d'égalité devant la loi, énoncé dans l'article 1 de la Déclaration, entre 1789 et 1793, les femmes se voient reconnaître l'égalité civile à travers de nombreuses mesures qui ont été exposées hier. La reconnaissance de l'individu et donc de l'homme et de la femme comme, je dirais, des entités individuelles libres et égales a ouvert la voie à cette révolution. La possibilité de rupture du couple par le divorce, tant à l'initiative de la femme que de l'homme, constitue une des mesures phares, celle à laquelle je m'attacherai. Mais ce rééquilibrage des rapports de force entre les 2 sexes n'est, comme je le disais au tout début, que de très courte durée. La régression en matière d'égalité civile et des hommes et des femmes commence en fait dès les années 1793-1794, donc avant la promulgation du Code civil, pendant sa préparation. Je vous renvoie à la passionnante étude sur la France, les femmes et le pouvoir d'Éliane Viennot, et je donne un seul exemple, la loi du 2 novembre 1793. Cette loi accorde aux bâtards le droit d'hériter, presque à égalité avec les enfants légitimes, mais elle interdit les recherches en paternité, alors que sous l'Ancien Régime, une femme pouvait, sur la seule foi de sa parole, désigner le père de son enfant et l'assigner en justice pour obtenir une aide, au moins temporaire. C'est que l'enjeu est complètement différent désormais. Dès lors que la législation établit une quasi-égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels, et qu'elle oblige les parents à léguer une partie de leur héritage aux uns et aux autres, il s'agit de faire entrer l'enfant naturel dans la famille. La famille qui est une cellule sacrée, on en a beaucoup parlé depuis hier. Et donc, je disais, ce n'était plus du tout le même enjeu. D'ailleurs, Cambacérès, qui est président du comité de législation de la Convention, le dit, si des pères ne reconnaissent pas leur enfant, qu'importe que quelques individus soient privés de leur droit de famille, et par ce sacrifice, le libertinage est proscrit, la tranquillité domestique assurée, les unions légitimes encouragées. Donc, dès 1794, le comité de législation chargé d'élaborer le Code civil affirme son ambition de fonder l'ordre moral. Et en 1796, avec le 3e projet du comité, le principe de l'égalité des époux disparaît complètement. Donc, vous voyez, on est loin de la promulgation du Code. Les quelques modifications que le Code civil subit durant la première moitié du XIXe siècle ne font que réduire encore les droits de la femme. On a parlé hier, à juste titre, de la plus importante peut-être de ces lois, qui est portée par le vicomte Louis de Bonald, qui, le 8 mai 1816, supprime donc le divorce, en contrepartie à la séparation de corps, qui est désormais le seul moyen de survivre à une mésentente, est rétablie. Pendant la période 1816-1884, des voix s'élèvent en faveur du rétablissement du divorce, et notamment par le biais de pétitions qui sont aujourd'hui déposées aux archives de la police, des pétitions qui se multiplient dans les années 1830-1834, c'est-à-dire au moment de la Révolution de 1830.
puisque cette révolution est l'occasion pour les féministes d'affirmer à nouveau leurs prétentions, si je puis dire. On le voit à travers les mots, par exemple, de Jeanne-Victoire de Rouen. Jeanne-Victoire de Rouen est une des principales figures féminines de cette offensive. Elle a été ouvrière lingère, elle est devenue institutrice, en travaillant, encouragée d'ailleurs par son mari, puisqu'elle s'est mariée avec un Saint-Simonien, dont elle n'a d'ailleurs pas pris le nom pour justement continuer à revendiquer sa singularité. Elle écrit dans le numéro 1 de La Femme libre qui est le premier journal féministe paru le 15 août 1832, « La femme jusqu'à présent a été exploitée, tyrannisée. Cette tyrannie, cette exploitation doivent cesser. Nous laissons libre comme l'homme, et la moitié du genre humain ne peut être sans injustice asservie à l'autre. Comprenons donc nos droits, comprenons notre puissance. Nous avons la puissance attractive, pouvoir des charmes, arme irrésistible. Sachons l'employer. Refusons pour époux tout homme qui n'est pas assez généreux pour consentir à partager son pouvoir. Nous ne voulons plus de cette formule « Femme, soyez soumise à votre mari ». Nous voulons le mariage selon l'égalité, plutôt le célibat que l'esclavage. Et d'ailleurs, cette même année 1832, le gouvernement présente un projet de loi pour rétablir le divorce à l'initiative d'Odilon Barrot. Odilon Barrot, son nom vous dira peut-être quelque chose, hein, il a été chef de ce qu'on a appelé l'opposition dynastique sous la monarchie de Juillet. Et ce projet est voté par la Chambre des députés, mais rejeté par la Chambre des pairs. Plus tard, c'est la Révolution de 1848. Donc, l'instauration de la République suscite bien sûr de nouveaux espoirs. Le 16 mars 1848, un manifeste de la Société pour l'émancipation des femmes, qui est animé par une certaine Génie d'Héricourt, qui est institutrice, elle aussi, adepte du communisme, adepte même de KB, réclame, je la cite, « la refonte de tous les articles du Code civil attentatoires à la liberté personnelle, à la dignité morale, à la fortune des femmes qui doivent voir tomber les entraves qui pèsent sur leur propriété, comme celles qui tiennent leur intelligence dans la perpétuelle enfance et séquestrent leur personne. » Comme en 1830, il est des hommes pour entendre ces femmes, le 27 mai 1848, Adolphe Crémieux, qui est alors ministre de la Justice, appelle les députés à revenir sur la loi abolissant le divorce. Mais bon, selon la plupart des témoins, il ne rencontre que des rires, un chahut. Bref, la loi, le projet de loi est finalement retiré et enterré. Un coup d'œil sur la jurisprudence montre que pendant toute la première moitié du XIXe siècle, donc celle qui nous intéresse en réalité bien au-delà, les juges sont inflexibles quand il s'agit de punir l'adultère féminin, qui est jugé contraire à la fois à la loi, à la morale publique et à la religion. L'époux dispose de tous les moyens pour ramener à la maison la femme qui déserte le foyer conjugal. Un jugement de la Cour de cassation de 1826 justifie l'emploi de la force armée pour y parvenir, afin, je cite, de ne pas faire dépendre des caprices et même du crime de l'épouse un nouveau genre de séparation de corps subversif des droits généraux du Code civil. On voit bien là, l'importance, c'est la construction sociale. Autre marqueur de la soumission de la femme à son époux, au cas où ce dernier abandonnerait sa famille, je rappelle que cet abandon ne sera sanctionné qu'en 1924, la femme doit continuer à habiter le domicile qu'il a choisi. Quant au devoir conjugal, il autorise l'époux à presque toutes les violences. Bref, pendant toute cette première moitié du XIXe siècle, les hommes au pouvoir organisent la sujétion de la femme. Ils ne reviennent pas sur le Code civil, loin s'en faut. Ils invoquent son infériorité physique et intellectuelle, s'emploient d'ailleurs sur ce point à bloquer l'éducation des femmes. Par exemple, il n'y a jusqu'en 1880 aucun établissement qui prépare les femmes au baccalauréat, enfin les jeunes filles, pardon, au baccalauréat. Les hommes convoquent philosophes, médecins, on l'a dit aussi hier, pour justifier leur vision de la société. Une vision, je voudrais le souligner, qui n'est pas l'apanage des conservateurs. Bien sûr, il y a des républicains de gauche pour prôner l'émancipation de la femme. Je pense à des hommes comme Pierre Leroux
ou à Victor Considérant. Mais ces hommes sont en fait très minoritaires. Et je voudrais citer Proudhon, qui est présenté donc comme le père de l'anarchie, qui se pose et se posera toute sa vie en défenseur inconditionnel de l'ordre traditionnel. Il écrit ainsi en 1848 « Le rôle de la femme n'est point la vie extérieure, la vie de relation et d'agitation, mais bien la vie intime, celle du sentiment et de la tranquillité au foyer domestique. Le socialisme n'est pas venu seulement pour restaurer le travail, il est venu pour réhabiliter le ménage, sanctuaire de la famille, symbole de l'union matrimoniale. » Et Proudhon a des mots encore plus incisifs et plus choquants, quelques années plus tard, quand il écrit « La femme est un diminutif de l'homme à qui il manque un organe pour devenir autre chose qu'un éphèbe. La femme n'a pas de raison d'être, c'est un instrument de reproduction. Délicatesse du corps, tendresse des chairs, ampleur des mamelles, des hanches, du bassin. En revanche, étroitesse et compression du cerveau. » Et il ajoute encore « La femme est une sorte de moyen terme entre l'homme et le reste du règne animal. » Donc, vous voyez, c'est Proudhon qui écrit ça. Alors, on peut aussi, je me suis amusée à aussi reprendre ce que dit Michelet, le grand Michelet, professeur au Collège de France en 1838, et qui publie en 1859 puis en 1860 2 ouvrages intitulés respectivement « L'amour » et « La femme ». Et lui aussi, alors, étale, même si ses mots sont moins crus, disons quand même, un discours extrêmement traditionnel. Pour lui, la femme est un être dont le but réside dans l'amour, dans la maternité, qui trouve d'ailleurs son bonheur dans l'obéissance. Et Michelet avance un argument qui sera repris sous d'autres formes pendant longtemps, à savoir que la femme est contre-révolutionnaire par nature, et c'est pour ça qu'elle ne doit pas se mêler de politique, parce qu'en fait, elle empêcherait d'avancer et de progresser dans la voie d'une société plus libérale, comme la rêve Michelet. Alors, j'en arrive aux racines de cet assujettissement, car, bien sûr, si la femme ne parvient pas à lutter pour mettre fin à cet assujettissement, c'est parce que ce sont les hommes, bien sûr, qui imposent la loi, puisque ce sont eux qui sont seuls à la faire. Alors, la Révolution, justement, on l'a dit, en 1791, la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs rejette les femmes du champ politique. Pas du champ politique, c'est peut-être pas exact de dire ça, mais du champ des décisions politiques, malgré la participation importante qu'elles ont prise aux journées révolutionnaires, donc au renversement de l'Ancien Régime. Là encore, les années 1793-1795 sonnent le glas des prétentions féministes à participer au gouvernement de la nation. Je rappelle quelques dates, c'est début novembre 1793 que la tête de l'impudente Olympe de Gouges tombe sous le fer vengeur des lois, je cite Chaumette. C'est l'année suivante que Théroigne de Méricourt est internée à la demande de son frère. Elle deviendra rapidement folle. Claire Lacombe et Pauline Léon sont arrêtées la même année et incarcérées. Et le 2 mai 1795, la Convention interdit aux femmes d'entrer dans ces tribunes, d'assister à des réunions publiques et de former des attroupements. Donc on voit bien qu'on n'attend pas Napoléon Bonaparte pour retirer aux femmes les quelques espérances que leur avait donné l'explosion révolutionnaire 1789, disons 1791, au mieux 92, mais dès 93-94, on remarque donc une régression du statut de la femme. Au cours du demi-siècle qui suit, le monopole des hommes sur la vie politique s'accentue d'autant plus qu'on assiste au développement de l'appareil d'État à tous les niveaux du pays, donc ça c'est important, et puis aussi à l'essor de la presse, qui reste pour l'essentiel une chasse gardée masculine. Les opposantes à l'ordre masculin se réfugient essentiellement dans l'action sociale, dans l'action éducative et dans l'écriture. Quand la Révolution de 1830 éclate, un mouvement en faveur de la reconnaissance des droits civiques mais aussi politiques se développe momentanément au grand jour. Il est porté par des militantes souvent issues de la mouvance saint-simonienne, comme Claire Desmarres,
qui écrit avant de se suicider « L'heure est sonnée, il faut que la femme prenne enfin son droit de possession, un droit d'élection, son droit d'adhésion libre et spontané, non seulement dans le gouvernement de la famille, mais dans le gouvernement de la cité et du royaume. » L'instauration du suffrage universel en 1848 maintient l'exclusion des femmes de la décision politique. L'appel des féministes à participer à la décision politique, donc ressurgit en mars 1848, quand la proclamation du suffrage universel et l'abolition de l'esclavage permettent à 8 millions d'hommes d'accéder aux urnes. C'est vrai que c'est une véritable révolution, et d'ailleurs le gouvernement provisoire insiste, il explique que l'élection appartient à tous sans exception, tout Français en âge viril est citoyen politique, tout citoyen est électeur, tout électeur est souverain, le droit est égal et absolu pour tous. Et le même jour, ce 16 mars 1848, le manifeste des femmes que je citais plus haut, après avoir réclamé la refonte du Code civil, invoque pour clé de voûte à l'émancipation des femmes, à l'édifice de l'émancipation des femmes, leurs droits politiques. Les femmes doivent concourir avec les hommes à la confection des lois destinées à réaliser le bonheur commun. Alors là encore, je dirais c'est peine perdue. À l'approche des élections pour l'Assemblée constituante fixée au 9 puis au 23 avril 1848, la question du vote des femmes est au cœur de tous les débats dans les réunions féministes qui se multiplient, qui sont animées souvent par des femmes nourries de doctrines socialistes, engagées dans le combat depuis les années donc justement 1830, comme Eugénie Neboyer par exemple, qui fonde le 20 mars 1848 La Voix des femmes, un organe de presse qui est assorti d'un club. Le 22 mars 1848, une délégation de femmes vient réclamer le suffrage universel, vraiment universel, à Marat, le maire de Paris. Marat leur oppose une fin de non-recevoir en prétextant que c'est à l'Assemblée qui va être élue par des hommes de décider si les femmes ou non devront un jour avoir ce droit de vote. Alors les femmes de la société de La Voix des femmes ont une idée. Ce serait de braver cette fin de non-recevoir en proposant la candidature de George Sand, la grande romancière. Le 6 avril 1848, la Société de la Voix des femmes lance donc un appel dans son journal. Sand, peut-on lire, Sand, dès ses débuts dans la carrière littéraire, a renié son sexe et son nom. Elle s'est faite homme par l'esprit, elle est restée femme par le côté maternel, la tendresse infinie. Ça correspond bien à l'idée de l'époque. Sand est puissante et n'effraie personne. C'est elle qu'il faut appeler par le vœu de toutes au vote de tous. En appelant Sand à l'Assemblée nationale, les hommes croiront faire une exception, ils consacreront le principe et la règle. Alors ce tableau qui est fait est extrêmement intéressant parce que finalement il résume bien ce qu'incarne alors la grande romancière. Je rappelle qu'en 1830, à l'âge de 26 ans, Georges, qui n'est d'ailleurs pas encore Georges, qui est Aurore du Devant, et qui ne s'entend pas avec son mari, décide de quitter Nohant, son domaine, et de monter à Paris avec son amant, Jules Sandeau. Elle se lance dans une carrière littéraire, il faut bien gagner sa vie, elle s'aperçoit bien vite qu'elle peut y parvenir. D'abord, elle se lance sous le nom de son amant, de Jules Sandeau, puis en se forgeant donc un nom masculin, George Sand, car, sauf à écrire des romans, comme on l'a dit un petit peu à l'eau de rose, une femme correcte, et surtout dans la famille, le milieu auquel elle appartient, ne saurait être écrivaine et aurait en plus des difficultés à être publiée. Indiana est son premier roman et son premier succès. L'héroïne y est doublement victime des hommes, elle est victime d'un mari âgé et elle est victime d'un séducteur arriviste qui, après l'avoir séduite, bien sûr, la chasse. D'un seul coup, George Sand accède à la célébrité littéraire. Et dans ses romans suivants, qui sont nombreux, c'est une femme qui écrit beaucoup, je ne cite pas le mot de Sainte-Beuve qui la compare à une vache, très méchamment, Georges dénonce sans relâche le rapport établi entre les deux sexes par la société et les souffrances endurées par les femmes. Dans le même temps, elle affiche sa liberté sexuelle et choque en enchaînant les amants, après avoir congédié le petit Jules, Jules Sandeau qui n'est pas capable de suivre son rythme.
Elle a une relation sulfureuse avec l'actrice Marie Dorval, une brève tentative avec Prosper Mérimée, un fiasco, et surtout la découverte de l'amour fou avec le poète Alfred de Musset, avec lequel elle part à Venise. Sainte-Beuve écrivait d'Alfred de Musset qu'il était le printemps même. Je n'énumère pas les amants suivants, jusqu'à Frédéric Chopin et au fidèle Manceau à la fin de sa vie. Georges vient à la politique par le socialisme. À partir de la Révolution 1830, elle fréquente de nombreux socialistes, ceux que Marx va appeler les socialistes utopiques, à commencer par Michel de Bourges, encore un de ses amants, Pierre Leroux, Louis Blanc qui a écrit un livre extrêmement important sur l'organisation du travail et qui fera partie du gouvernement provisoire en 1848. Je passe. Enfin, elle fréquente des hommes qui croient tous en l'égalité, la fraternité dans un autre monde. Et quand la Révolution chasse Louis-Philippe du trône le 24 février 1848, elle quitte Rouen, elle se précipite à Paris et elle met sa plume au service du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Instruction publique dans le but de faire presque la réclame de la République et son apologie et l'apologie du gouvernement qui doit s'installer. Elle est très consciente des difficultés qui se dressent, et notamment de la difficulté à essayer d'insuffler cet idéal républicain et démocrate, parce que pour elle, les deux vont bien sûr de pair, notamment dans les campagnes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a la réaction à ce moment-là qu'elle a, donc à la proposition que lui fait la Société de la Voix des femmes. Elle répond tout net non, et elle parle d'une plaisanterie. Cette proposition lui semble une plaisanterie. Et elle s'explique. Les femmes doivent-elles participer un jour à la vie politique? Oui, un jour je le crois avec vous. Mais ce jour est-il proche? Non, je ne le crois pas. Et pour que la condition des femmes soit ainsi transformée, il faut que la société soit transformée radicalement. Pour que la société soit transformée, ne faut-il pas que la femme intervienne politiquement dès aujourd'hui dans les affaires publiques? J'ose répondre qu'il ne le faut pas, parce que les conditions sociales sont telles que les femmes ne pourraient pas remplir honorablement et loyalement un mandat politique. La femme étant sous la tutelle et dans la dépendance de l'homme par le mariage, il est absolument impossible qu'elle présente des garanties d'indépendance politique, à moins de briser individuellement et au mépris des lois et des mœurs, cette tutelle que les mœurs et les lois servent. Alors, ce que je voudrais dire, et qui me semble très important, c'est que George Sand ne se sépare pas de l'opinion majoritaire de son époque. Une observatrice aussi, je dirais, éclairée que Marie Dagoult condamne les militantes féministes car, dit-elle, elles ne tiennent pas compte de l'état des mœurs. Elles heurtèrent de front les usages et les coutumes plutôt que de chercher à gagner des esprits. Alors, bien sûr, il y a encore des femmes qui sont prêtes à lutter, notamment pour le droit de vote. Je pense par exemple à Jeanne de Rouen. Jeanne de Rouen, qui est l'année suivante, au moment de l'élection de l'Assemblée législative, 13 mai 1849, se présente, alors qu'elle sait qu'elle ne sera pas élue, puisque c'est je dirais, constitutionnel. Mais la plupart des militantes, et Eugénie Niboyer, dont je parlais tout à l'heure, Eugénie Niboyer en tête, estime nécessaire d'adopter un discours plus conciliant, un discours qui n'effraie pas les hommes, mais qui n'effraie pas non plus les femmes. Dévouement à la patrie, respect de la famille, affection à tous, voilà ce que nous voulons, ce que nous demandons. Soyons apôtres de la paix, apôtres d'ordre, restons femmes, et l'avenir sera pour nous. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on se rende bien compte que finalement, c'est vrai qu'on dit toujours Napoléon, l'Afro-Napoléon, misogyne, le Code civil, il a réduit les femmes à rien, mais en fait, on est dans un mouvement de civilisation, on peut dire beaucoup plus large, comme c'est souvent le cas, et les quelques années du début de la Révolution ont été une espèce de lueur subite, mais qui n'a pas duré. Il va falloir 1884 pour la loi Vidal-Naquet pour que le divorce soit instauré. Donc, et encore après, je ne reviens pas sur la chronologie jusqu'à nos jours. Merci.